il y a la qualité, là, j'en suis sûr. Donc c'est sympa. Je vais vous présenter un concert des trouvailles que j'ai faites pendant une trentaine d'années en histoire de l'art qui m'ont mis la puce à l'oreille sur aux yeux, mais bon, on dit toujours la puce à l'oreille. Il y avait toujours des mystères, des choses énigmatiques qui me sont apparues, des sortes de coïncidences qui me parlaient personnellement en tant que je suis un créateur, etc. Et je suis à la fois artiste et scientifique. Alors, tout simplement, mon parcours très, très rapide. À la base, je suis chimiste. J'ai enseigné les maths et les sciences physiques pendant 13 années. Et ensuite, je me suis reconverti en enseignant d'art appliqué en lycée professionnel, m'intéressant entre autres à l'astronomie, à la physique de la matière, la physique des particules, et aux neurosciences. J'ai eu le bonheur, l'avantage et le désavantage aussi, du point de vue institutionnel, d'enseigner l'art avec les connaissances, en appliquant les connaissances sur la différence de hémisphérique, cerveau droit, cerveau gauche. J'ai été recruté comme formateur transdisciplinaire il y a une vingtaine d'années dans l'académie de Caen, ici. Et c'est une formation qui a été longue du point de vue professionnel en lycée, mais courte dans l'effectif, parce que une fois qu'on a été formé par le rectorat, on a eu des crédits pour fonctionner 3 mois seulement. C'était un gaspillage énorme, comme c'est très bien faire l'éducation nationale. Passons donc aux choses sérieuses, si jamais elles sont sérieuses. Oui, alors. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien, ça va? Oui. Donc, je suis là, pas exactement au titre de physicien quantique. En fait, je fais de la modélisation mathématique depuis toujours. J'ai eu la chance d'être élève de Laurent Schwartz il y a assez longtemps. À l'époque, on passait un certificat à la fac des sciences de Paris qui était méthode mathématique de la physique. Et donc, depuis, j'ai travaillé en astrophysique, cosmologie, physique théorique et en théorie de la relativité, beaucoup de maths. Et à partir des années 80, beaucoup d'informatique parce que ça permettait de comprendre les calculs formels. Donc ça, c'est un point de vue scientifique qui m'intéresse sur différents points qui se relient en fait. Et par ailleurs, en complétant ce que dit Jean-Paul en tant que scientifique et artiste, bon, je suis scientifique et artiste parce que je suis musicien et j'ai souvent joué en improvisateur pour des peintres, des photographes, des sculpteurs, des vidéastes. Voilà, donc je suis très content d'être là avec vous et avec Jean-Paul pour l'instant. Oui, j'ai déjà joué ici, bien sûr, et au conservatoire, j'ai créé une œuvre de Léni Messiaen, et ici, à l'occasion d'une conférence sur la mécanique quantique, où on a terminé, traditionnellement, je termine toujours, au moins la fin, si de temps en temps on pose, en faisant des morceaux de guitare qui peuvent être directement improvisés dans le style de la musique contemporaine, mais ça peut être classique ou ce que vous voulez. Bon, j'ai un nom de scène qui est flamenco par ailleurs, parce que j'ai commencé très jeune aussi ça, bon, voilà. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir donc le rapport qu'a saisi Jean-Paul, il va vous en parler donc en détail bientôt, à travers particulièrement deux toiles, une de Soulages et une d'Yves Tanguy, des toiles qui sont l'une la première, la deuxième plutôt, qui a un côté dit surréaliste, et en fait il va vous montrer comment il a décodé, pas tout seul, en réfléchissant tout seul, mais en ayant interviewé des scientifiques, et il a vu des rapports assez surprenants. Voilà. Jean-Paul, c'est à toi. Très bien. Allons-y.
Alors, le plan de l'intervention, donc j'utilise le mot plan en termes de cinéma, histoire de simplement donner un petit côté un petit peu marrant. Peut-être que je fais mon cinéma ou que la science fait son cinéma à travers l'optique un peu surréaliste que je vais vous développer. Un plan panoramique d'abord, qui va être un espèce de repérage comme ça, sans entrer dans le détail, pour vous un peu vous mettre dans l'ambiance et pour que vous puissiez voir une grande diversité d'œuvres qui présentent des intérêts du même type que les 4 cas que je vais développer de manière plus précise. Mais ces 4 cas, ce sont que 4 cas, disons, emblématiques, hein, mais qui sont 4 parmi beaucoup. Et j'espère que d'autres personnes, vous par exemple, pourriez un jour découvrir le genre de rapport que j'ai découvert dans d'autres œuvres, en littérature, en musique, en poésie, en sculpture, etc. On va faire un plan serré, donc un gros plan dans le cinéma, sur 4 cas vraiment typiques et sur lesquels je vais m'appuyer un peu plus parce que j'ai pu les décrypter de manière plus précise. Et on pourra s'arrêter là en tant qu'artiste, c'est-à-dire d'évaluer, voilà, on a fait un cabinet de curiosité artistique, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui ne sont pas communes, mais en tant que scientifique, avec l'esprit scientifique, l'esprit d'histoire des sciences et de la philosophie des sciences également, il me semble intéressant d'aller plus loin et de refuser le type d'attitude qui est embrasser le Saint-Esprit, c'est le pur hasard. Ce sont des formes de mentalité qui empêchent de réfléchir. On s'arrête. Moi, je veux aller profondément, explorer un petit peu derrière les apparences et essayer de trouver l'essence des choses. Voilà. Donc, on va essayer, tenter d'établir une conjecture scientifique. Et puis ensuite, une nuit américaine, donc, sur, appelons ça le modèle standard, donc sur l'univers, dans quel cadre conceptuel on pourrait tenter de comprendre ce que je vais vous montrer. Alors, allez-y, accrochez-vous bien parce que vous risquez d'avoir le vertige. Bon, un plan panoramique. Alors, on va d'abord définir quelques mots. La connaissance, c'est un jeu de mots dont quelques amis qui sont ici peuvent témoigner que je suis perpétuellement en train de jouer avec les mots. Donc, c'est une espèce de synthèse entre la connaissance et la science, mais d'une manière qui n'est pas, pour l'instant, scientifiquement admise, en tout cas enseignée. Parce que ça passe par le biais de l'art. C'est pas directement, totalement rationnel, quoi, hein. J'essaie d'avoir une éthique humaniste, c'est-à-dire qui respecte toutes les cultures de l'histoire de l'humanité, hein, qu'elles soient présentes d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, ou nos connaissances, des connaissances paysannes, par exemple, ou bien ouvrières. Pour moi, il n'y a pas de différence du moment que ces connaissances soient pertinentes et efficaces dans leur champ propre. J'essaie de n'avoir ni dogme ni croyance. J'essaie de ne croire, mais c'est difficile, de ne croire à rien par méthode. C'est-à-dire que
je n'accepte que les choses que je peux vérifier, ou bien que des personnes qualifiées peuvent vérifier elles-mêmes, parce qu'on ne peut pas savoir tout, et donc on est obligé de s'en remettre à des connaissances des personnes plus qualifiées que soi dans la plupart des domaines, parce que nous sommes chacun pertinents, pointus dans un tout petit domaine. Nous sommes 7 milliards actuellement, et puis il y a toute une histoire de l'humanité derrière nous, donc nous sommes infimes, tout petits, et donc ce qui veut dire qu'il faut être vraiment modeste. Donc, étudier plutôt que croire. Voilà. Bon, voilà. On va essayer donc de faire on va chiner, comme au marché aux puces, dans l'art et dans la science. Tout commence avec l'enfance de l'art, et dans chacun de nous avec l'enfance, dans l'enfance. Chaque enfant dessine de manière universelle dans tous les pays les mêmes formes, les mêmes types de personnages qui se suivent dans tous les pays et qui représentent au départ ce qu'on appelle des gribouillis, des trucs comme ça, là, des trucs comme ça. Je me demande, Ariel, si on prend peut-être d'éteindre de manière que un peu plus de contraste. Hein? Ouais. Il me semble. Bon. Donc, j'ai tiré quelques illustrations ici de cet ouvrage d'un couple de thérapeutes jungiens, Olivier et Veronica Marc. C'est un bouquin qui a une vingtaine d'années et dont j'avais appris la publication dans une émission qui a eu son jour de célébrité. C'est pas une émission, enfin, oui, une émission de télé, un documentaire. Le bébé est une personne. Ça remonte à une bonne vingtaine d'années. Et ces dessins, ces psychologues ont montré que l'enfant, dans ses tout premiers dessins, se dessine lui-même à partir de sa conception et de son embryon, de sa genèse, de son embryon, devenir fœtus, sa naissance et son développement physique et psychologique. Et ceci est un parallèle à l'histoire de l'art. C'est-à-dire que dans notre développement du dessin, nous avons chacune, nous passons par toute l'histoire, nous refaisons chacun l'histoire de l'art, grosso modo, bien sûr, depuis le dessin de l'enfance de l'humanité, la préhistoire, jusqu'à ce que l'on puisse savoir, entre guillemets, dessiner, c'est-à-dire avoir une représentation assez juste pour les personnes qui, bien sûr, aiment beaucoup dessiner. Et, par exemple, un des tout premiers dessins que font chaque enfant, c'était ce qu'on appelle le bonhomme tétard, c'est-à-dire une tête avec une ou deux jambes. Et d'après les psychologues, eh bien, ça correspond à l'image du spermatozoïde. Bon, alors, vous me direz que ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, cette représentation-là, ça c'est un dessin d'une de mes filles, et là, c'est le dessin d'un petit garçon, le fils d'un ami, qui se dessine, lui, son petit cœur, dans le ventre de sa mère. Et en fait, on voit trois enveloppes dans le dessin. Donc, on a le ventre, l'utérus, l'amnios et le placenta. C'est vraiment extraordinaire. Bon.
dans cet ouvrage-là, on retrouve maintes références à l'histoire de l'art, à l'histoire de l'humanité. Donc ici, un dessin des aborigènes. Là, on reconnaît le bison et le blessé, le sorcier de Lascaux, etc. Donc, ce que l'on peut trouver dans cette littérature, chacun peut le retrouver dans ses propres dessins, si on les conserve, ou bien les dessins de petits-enfants. Moi, j'ai vu ça avec mes propres enfants, mais les enfants n'ont rien de particulier, ils ne sont pas ni monstrueux, ni plus monstrueux, ni plus géniaux que tout le monde. Curiosité aussi de Georgis Baltrouzaitis, qui est un historien de l'art, qui s'intéresse par exemple au développement de l'histoire de la perspective, un peu comme Erwin Panofsky, et qui a montré dans ce bouquin extraordinaire qu'il y avait des coïncidences fabuleuses dans les thèmes et dans les formes, jusque pratiquement dans les noms, entre l'art médiéval d'Occident, gothique essentiellement, mais roman aussi, et puis l'art d'Extrême-Orient, en Chine, en Corée, au Japon, etc. C'est vraiment hallucinant. Et Jérôme Bosch, par exemple, l'homme arbre, qui contient des personnages à l'intérieur, on retrouve la même chose en Chine. Ici, j'étais chez des amis en Suisse, et puis ils avaient ce truc-là, une peinture qu'ils avaient achetée à Taïwan. Et c'est à l'époque où je m'intéressais de près aux neurosciences, et oh là là, fantastique, parce que là, on a une reconstitution, enfin une prémonition, une pré-représentation de ce qu'on appelle l'homicus de Penfield. Alors je m'excuse, mais on ne voit pas très bien ici. En fait, les tailles, les dimensions des éléments du corps humain sont proportionnelles aux aires réceptives et motrices dans le cerveau. C'est-à-dire que nos bras, par exemple, les aires corticales afférentes à la sensibilité des bras est beaucoup plus petite que celle des mains, et bien sûr beaucoup plus petite que les visages. Donc, disons que appelons ça une coïncidence. Par exemple, autre tableau très célèbre, Paolo Uccello, un peintre de la Renaissance du Quattrocento, donc la fin du XIVe siècle, je trouve. Et un tableau qui se trouve au Louvre. Ouais, au Louvre, et celui-là, il est au British Museum. Celui-là, je sais plus, mais c'est pas grave. Ce qui est étonnant, c'est que donc il s'agit de Saint Georges qui terrasse le dragon. Saint Georges qui est là, le chevalier qui terrasse le dragon ici. Et puis il y a parce que cette jeune dame, cette jeune et belle dame, cette princesse était soudoyée par un dragon, donc je vous laisse imaginer ce qu'il pouvait faire. Bon. Or, si nous avons un dragon ressemblant à tout classique, à tous les dragons qu'on peut rencontrer dans l'histoire de l'art, dans toutes les civilisations, ici, on a affaire à autre chose, visiblement. Pour le grand public, disons que depuis la publication du film de Jurassic Park, on reconnaît quelque chose. Il s'agit bien entendu d'un dinosaure, à ceci près qu'il a des crocs, donc un système de dents de mammifères, et non pas de reptiles. Mais sinon, on a, en fait, et même d'une manière symbolique, ce qu'on appelle un dinosaure avien, un dinosaure qui a donné naissance aux oiseaux. On sait que les oiseaux sont les descendants, les rescapés des dinosaures. Maintenant, ça ne fait plus aucun doute.
C'est ce qu'on appelle un théropode, c'est-à-dire un carnassier, évidemment rien, qui a deux puissantes jambes arrière, qui ne sont pas comme les lézards, vous voyez, ils marchent comme ça. Eux, ils sont comme nous, les théropodes, les jambes sont verticales, ancrées sur les hanches directement, de manière à ce que l'animal soit beaucoup plus vertical, beaucoup plus stable, et qu'il puisse être beaucoup plus rapide. L'allusion, on a des ailes qui sont à la fois de chauve-souris, presque de papillons, à cause des décorations. C'est une sorte d'allusion symbolique aux dinosaures aviens, aux dinosaures oiseaux. Et évidemment, les premiers dinosaures ont été découverts à la fin du XVIIIe siècle, Bernissart, l'iguanodon de Bernissart, dans le Maastrichtien en Belgique. Et donc là, il y a vraiment une question intéressante. Quelques faits divers. Une affiche de Georges Mathieu pour Air France, pour le Canada. Un jet de particules. On pourra revenir éventuellement discuter de ça après. Le fameux roman. Excusez-moi. Le roman Titan de Morgan Robertson, 1907 ou 6, je ne sais plus, qui décrit de manière exacte le navire Titanic, longueur, nom, nombre de cheminées, nombre d'hélices, nombre de passagers, etc. C'est hallucinant. Et bien entendu, le naufrage qui a rendu une coïncidence, la photographie prise du satellite MIMAS, qui est un satellite saturnien, photographié pour la première fois par la sonde Voyager 1, et un membre de la NASA, ici, qui s'interroge, qui se pose une question, on a déjà vu ça. C'est ce qu'on appelle le déjà vu, le déjà vécu. Étrange. Ça ressemble à quelque chose. Mais oui, bon sang, c'est bien sûr. Étoile noire de la guerre des étoiles. La sonde Voyager a été lancée avant la sortie du premier film, La guerre des étoiles. Alors, c'est simplement une coïncidence, on peut dire, c'est vraiment le hasard. Pardon. Alors là, par contre, là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, qui va vous faire un petit peu, oui, frémir, parce que là, c'est fini. Le 9 ou le 10 septembre 2001, 10 septembre 2001, ça vous dit quelque chose, évidemment, un groupe de rap, The Group, sort un single sur lequel, dont voici la pochette. Le World Trade Center en flammes, avec un type qui appuie sur un bouton pour déclencher l'explosion. Le 9 septembre. Le disque a été retiré immédiatement de la circulation. En tout cas, ils ont été obligés de refaire une autre pochette parce que c'était pas convenable. Il y a un truc, évidemment, l'Amérique était choquée, bien sûr, comme nous l'avons été, nous, en 2015, mais encore bien plus d'ailleurs. Voilà quelques coïncidences troublantes. Et maintenant, on va passer un plan serré. Un petit garçon, 4 ans, le fils d'un ami, qui s'appelait Paul, qui a dessiné son papa. Voilà. 4 ans, il a commencé à écrire papa, très grossière, et puis c'est son père qui a écrit, on voit bien l'écriture est plus nette, plus reposée, plus maîtrisée. Moi, en amoureux de la science, en étant aussi naturaliste, parce que j'ai fait un petit peu de géologie, etc., je m'intéresse à la paléontologie, j'ai tout de suite reconnu quelque chose.
qui ne va pas forcément de soi si on ne connaît pas la paléontologie. La chose, c'est voilà, un rapport avec cette bestiole-là, disparue depuis 300 millions d'années. Un trilobite qu'on trouve, par exemple, en Basse-Normandie, dans les terrains, disons, de l'ouest du département et de la Manche. Ce qu'on appelle l'étage ordovicien, donc à l'ère primaire, au milieu de l'ère primaire. Un descendant de cette bestiole, c'est le limule, qui est un arthropode archaïque qui n'a pratiquement pas évolué, et qui intéresse beaucoup les scientifiques parce qu'il a des propriétés particulières, notamment son sang qui est bleu et qui a des enzymes et des produits très intéressants du point de vue de la biologie et de la médecine. Vraiment, et la larve de cette bestiole, et là, il y a quelque chose à voir avec ça. Et puis ici, vous voyez, ce sont des images que j'ai reprises dans un Science et Vie d'un mois d'août 2007. Voici mon papa, tout le portrait des grands-pères. J'ai pris le dessin, j'ai fait un facsimilé, simplement j'ai fait une photocopie, moi j'ai redessiné, et derrière, j'ai retracé. Le problème, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue de la raison, c'est que chaque trait du dessin du petit garçon a un sens, peut être nommé dans la nomenclature naturaliste, paléontologique. On a par exemple reconnaissable, tout petit, là, un pygidium, qu'on appelle un pygidium, un rachis, c'est-à-dire cette moitié-là, un céphalon, c'est-à-dire une espèce de tête, hein, des palpes labiaux. Alors, par contre, il y a des pinces qui ne sont pas chez les trilobites, les cercles qu'on a vu tout à l'heure, et puis alors surtout cette division en trois qui est évidemment admirable, sinon extraordinaire. Évidemment, le papa, on voit bien qu'il a une structure ternaire visible. À cet âge, il ignore tous les fossiles, comme d'ailleurs ses parents qui ne s'intéressent pas du tout à ça, s'intéressaient aux plantes. Bon. Donc, alors, est-ce que, encore un petit jeu de mots, est-ce que c'est un coax, hein, prononçons comme ça, est-ce que c'est un jeune coax ou un jeune ox? Alors, les jeunes ox, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les jeunes architectes qui commandent le plan de développement de tout être vivant. Hein. Bon, voilà. Est-on dans le hasard pur? Voilà. Peut-être bien, mais. Voici maintenant alors une œuvre, un artiste surréaliste qui était l'ami préféré d'André Breton, qui était André Breton est le fondateur du surréalisme. Oui, Yves Tanguy en fait est pratiquement le véritable père du surréalisme, et il a commencé le premier à faire des choses assez extraordinaires, et par la suite, effectivement, quand le mouvement surréaliste s'est constitué sur chef de file André Breton. André Breton était extrêmement impressionné par Yves Tanguy. Voilà. Donc, je laisse continuer. Hein. Vous connaissez voilà, la situation pendant. Regardez un peu les images pendant que. Alors, Yves Tanguy est un surréaliste, c'est-à-dire qu'il peint des choses qui sont au-delà de la réalité quotidienne. Oui, excusez-moi. Donc, un détail très intéressant, vraiment, de Yves Tanguy, c'est que tout ce qu'il a fait, il s'est mis dans un état second. Il ne voulait absolument pas qu'il y ait une structure raisonnée dans ce qu'il faisait, que la technique intervienne de façon calculée. Il se mettait en état quasiment ce qu'on appelle l'écriture automatique pour les littéraires,
Et voilà, il se mettait dans cet état, une sorte de transe, et jaillissait une toile, et aucune toile de Yves Tanguy n'est semblable à une autre de Tanguy. Elles sont toutes très différentes, c'est très particulier, c'est une sorte d'état médiumnique. Et il a besoin d'un carburant, comme tous les gens qui planent, hein. Mais le surnom qu'on lui donnait, c'était Ivre Tanguy. Oui, oui. Ah oui, ça va. Donc c'était un breton. Et, alors, ce qui est assez fantastique, c'est que dans toute l'histoire de l'art, vous pourrez prendre n'importe quel bouquin sur l'histoire de l'art, sur le surréalisme. Tout le monde s'accorde à dire pour que ce qui est représenté dans ces peintures, c'est un double, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est peint avec une grande précision, c'est méticuleux, il était extrêmement soigneux, il dessinait, et vraiment c'était... il peignait comme je peux dire, Léonard de Vinci, mais peut-être, hein, comme ça, bon, de manière très très précise, et pas du tout spontanée, comme on pourrait le croire. Et puis, sa peinture, son dessin est très méticuleux. Oui, attends. Oui, enfin, c'est un peu le contraire de ce que j'ai dit, mais en fait, ce qui est extraordinaire plutôt, c'est qu'après, quand tu vois le résultat, c'est très précis. Mais il l'a pas en état médiumnique. Il n'a pas cherché du tout à préciser. Ah non. D'accord. Si, quand même, si. Ouais, bon. Ouais. D'accord. Ouais. Le public arbitrera. Mais non, enfin, donc, non, il peignait à la manière des peintres réalistes du XIXe siècle. Hein, voilà, Michel-Ange ou très. Sauf qu'il n'y a aucune figure humaine ici. Alors, il n'y a jamais quoi que ce soit de reconnaissable. Il y a toujours un espèce de sol qui est comme ça, hein, là. L'extinction des lumières inutiles, jour de lenteur, à 4 heures d'été, l'espoir. Maman, papa est blessé. Nombre imaginaire, donc quelques titres comme ça, qui sont de la pure poésie au niveau des titres. Et la peinture elle-même est très poétique aussi. Alors, pour le fun, j'ai apporté un petit bouquin ici, si on a le temps après, on va en discuter. Donc c'est un bouquin très intéressant, un petit livre, publié chez Ramatan, Yves Tanguy surréaliste, la conviction du jamais vu. C'est une phrase de Max Ernst à propos d'Yves Tanguy. C'est une version, une tentative d'exploration psychanalytique de type lacanienne de l'œuvre de Tanguy, qui est intéressante en soi, mais qui pour moi me fait rire à cause de ce que j'ai trouvé. Alors, maintenant, accrochez-vous. Quelques détails. Nous voyons l'espèce de lézard et l'espèce de branche, là, hein, des trucs qui fument un petit peu, des espèces de... Bon, un espèce de ciel très curieux. Normalement, le noir est plutôt en bas, au lever ou au coucher de soleil, et là, c'est l'inverse. Bon. Une espèce de tube de cheminée qui fume, là. Hein, et puis une main. Et puis là, on ne voit peut-être pas bien la projection, mais il y a un fil blanc qui relie à cette forme-là. J'ai grossi un détail ici, en image, et c'est un tableau sur lequel je m'intéresse depuis une trentaine d'années, et j'ai eu le bonheur de le voir, une exposition sur le surréalisme au Centre Pompidou à Paris, il y a peut-être une dizaine d'années. Et je m'étais aperçu à ce moment-là qu'il y avait ici, ici, hein, en bas de ce truc-là, quelque chose qui sortait comme d'un tube dentifrice qu'on presse. Imaginez un tube de crème de marron, hein, de crème de marron glacée, la crème de marron, Clément Fauché, vous pressez le tube sans arrêt, et puis voilà. Très curieux. Hein. Juste un petit détail, pour ceux qui voudraient voir le tableau en vrai, il est en fait au musée d'art moderne de New York. Donc vous avez eu la chance de pouvoir le voir. Mais il y a quelques bonnes reproductions. Et il est dans pratiquement tous les bouquins sur Yves Tanguy.
Alors, en 1984, j'étais abonné au magazine La Recherche. Je lis un article de deux scientifiques de l'IFREMER, l'organe de recherche scientifique sur la biologie marine à Brest, Lucien Laubier et Daniel Desbruyères, sur les oasis qu'on venait de découvrir au fond des océans. Donc, des gens qui ont plongé avec une soucoupe, un bathyscaphe, jusqu'à 2-3 000 mètres de profondeur, et qui, à la stupéfaction générale, ont découvert dans ces lieux, qui sont les endroits au centre, enfin, qui sont dans les rifts océaniques, là où les plaques tectoniques continentales et océaniques s'écartent pour la dérive ce qu'on appelle la dérive des continents, la tectonique des plaques. Là, à ces endroits-là, il y a ce qu'on découvrait à cette époque, donc dans les années 70, ce qu'on appelle des fumeurs noirs. Ce sont des cheminées qui font entre 10 et 30 mètres de haut, 2 à 3 mètres de large, qui expulsent des produits magmatiques à très haute température, entre 150 et 300 degrés. Une pression énorme, puisqu'on est à 2 ou 3 mm de fond, c'est-à-dire 200 et 300 atmosphères, c'est énorme. Un milieu qui est très corrosif parce qu'il y a des produits d'acide sulfurique, des métaux lourds, pas de lumière. Et qu'est-ce que les scientifiques ont trouvé? Étonnant, ça brûle de vie. Oui, il y a des mollusques géants, des formes très bizarres qui ressemblent à des phytoplasmes. Oui, Bon. Et alors, à 24 heures d'intervalle, je venais lire l'article et je retombe, je l'ai peut-être déjà vu, je ne sais plus, sur cette reproduction de Yves Tanguy c'était dans l'encyclopédie Universalis. Et là, titre, c'est pas possible, c'est dingue, parce que c'est même bon. C'est hallucinant. Et donc, quelques temps après, j'envoie une lettre aux deux auteurs de l'IFREMER à Brest, dont l'un me répond, Daniel Desbruyères, un peu plus tard, 91. Voilà, c'est ce genre de paysage que j'ai pu contempler dans le bassin des Guyanas, c'est-à-dire dans le Pacifique Est, par 2000 mètres de profondeur, à travers le hublot du submersible américain Alvin en 1985. Je n'ai évidemment pas d'explication à donner sur cette parenté entre l'extinction des lumières utiles et le milieu hydrothermal, c'est-à-dire l'eau qui sort de manière thermique très chaude du fond des océans. Le titre même du tableau est évocateur quand on connaît la phrase publiée sur ce sujet par Holger Janach, un microbiologiste américain spécialiste de la chimiosynthèse. Ecosystems that are largely or totally independent of solar energy. Éteignons les lumières inutiles. Dans sa lettre, que j'ai apportée ici, on peut en parler à la fin, il précise aussi que le grand écrivain de science-fiction Arthur Clarke, celui qui a écrit l'Odyssée de l'espace, a décrit lui-même ce contexte hydrothermal avec la vie qui grouille, qu'il a placé, lui, sur le satellite de Jupiter Europe. Donc, et maintenant, voilà les images que l'IFREMER publie sur son site. Donc voilà ce que l'on a vu. Donc voilà, les fumeurs photographiés du hublot. Les tubes Riftia, ce sont des vers, ce qu'on appelle des circulidés, un petit peu de la famille des vers qui ont une enveloppe calcaire,
qu'on trouve parfois sur les crabes, sur des rochers, sur des moules, hein, des crustacés, des trucs comme ça. Et par contre, ceux-là, ils font entre 1 mètre et 1 mètre 50. Hein. Et ce sont des vers qui sortent de leur tube pour se nourrir et respirer. Et qui se rétractent au moindre danger, comme plein de bestioles. On a des poulpes, des crabes, il y a toute une faune hallucinante dans ces lieux-là, qui en fait sont indépendantes de l'énergie solaire et qui utilisent l'énergie thermique des émanations volcaniques, et qui, en fait, leur biologie est basée sur le soufre et non pas l'oxygène. À travers des bactéries qui vont utiliser les dégradations, alors si je me souviens bien, du soufre 2-, qui a les mêmes capacités électroniques que l'oxygène 2-. Autant que je me souviens. Et donc c'est, en fait, des bactéries ultra spécialisées qui transforment l'énergie venant des ions de soufre pour les convertir dans toute la biologie, hein, comme source d'énergie. Ici, le ver, ce qu'on appelle le ver de Pompéi à Lunalia. Et je me suis amusé, c'est comme le dessin du petit bébé trilobite, j'ai pu décrypter tout ce qui est peint dans le tableau. Peut être nommé d'une manière scientifique. Alors, en fait, vous avez dans la petite pochette qu'on vous distribue, vous avez une reproduction qui est plus lisible qu'à l'écran ici, parce que là, on a un contraste qui est fort. Hein. Mais, donc, tout ce qui existe, qui est repéré par la science, est dans ce tableau. Ce tableau date de 1927. 50 années avant la découverte des écosystèmes hydrothermaux. 50 années. Bien entendu, Yves Tanguy ne pouvait pas savoir ça, et personne ne l'ignore. On a une cheminée, un fumeur qui est noir, en gros, qui est noir, et qui fume. On a un deuxième fumeur qui est résiduel, qui fume encore un peu, mais pas beaucoup, et puis qui est quand même beaucoup plus petit, ce qui correspond à un fumeur qui est corrodé par le milieu. Et puis un autre résidu qui est presque fossile, hein, qui veut dire que le fumeur n'est plus actif. On a reconnaissable les vers riftia, donc des espèces de branches, hein, qui sont des tubes dans lesquels il y a des vers. On voit reconnaissable à peu près, bon, évidemment, c'est un petit peu symbolique, hein, mais l'herbe d'un fantôme, un poulpe. Hein. On a des poissons, alors j'ai mis que c'est un zoarcidé, c'est le nom que vous avez trouvé dans la littérature. On a un fémur blanc, par ici. On a un effet de couleur de peinture, appelons ça atmosphère pour nous, c'est pas atmosphère puisqu'on est dans l'eau, hein, au fond de l'eau. Un différentiel qui est dû à la différence de température et de salinité parce que ici nous sommes à plus de 100 degrés, et 20 mètres plus loin, on est à la température du fond océanique, c'est-à-dire 3-4 degrés. L'eau, qui est peut-être plus ou moins saline, est chargée en éléments lourds, hein, et donc il y a une réfraction, une réfractivité du milieu aquatique qui est différent, étant donné la concentration des ions dans l'eau. Hein. L'indice de réfraction de l'eau n'est pas la même partout autour du... Voilà. Juste une remarque, ce qui est absolument stupéfiant, c'est que, en fait, si j'ai bien compris en discutant avec toi, Yves Tanguy, intuitivement, il peint les trois sortes d'état des fumeurs. Alors c'est une chose qui est évidemment impossible à faire incroyable.
comment deviner qu'il y a une vraie existence d'un fumeur noir, mais en plus qu'il y a plusieurs stades. Alors tu peux en dire un mot sur les stades du fumeur? Alors, oui, c'est ça qui est absolument dingue, c'est ahurissant, hein, parce que, en fait, les fumeurs noirs, bon, vous imaginez les plaques tectoniques qui s'écartent très lentement, enfin plus ou moins lentement, à notre échelle, mais en fait rapidement à l'échelle géologique et astronomique. De l'ordre de... ça dépend des endroits, mais ça peut aller... pour l'Atlantique, c'est de 3 cm par an. Dans certains endroits du Pacifique, ça peut être 15 ou 20 cm par an. Donc c'est vraiment énorme. Et ce qui explique que depuis le Jurassique, l'océan Atlantique fait 6000 km. Et c'est comme des grands volcans, il y a des points chauds dans le manteau de la Terre, sous la côte terrestre. Ces points chauds sont fixes. Hein, le point chaud est fixe, mais la croûte qui est au-dessus se déplace. Et donc nous avons ici non seulement les 3 stades, mais qui sont disposés quasiment en ligne. C'est-à-dire que la peinture tient compte de la dynamique de la tectonique des plaques. Vous vous rendez compte? Alors, on a toutes les bestioles, en gros, qui sont là. On a une désertification progressive du sol. Il y a de moins en moins de bestioles. Si bien que le tableau n'est plus du tout un tableau surréaliste, c'est un paysage sous-marin. C'est une marine, le genre de... Dans la peinture, on appelle ça une marine, ou un paysage. Et donc, pardon, le mot c'est une marine, mais très rare, parce que c'est une marine sulfureuse. Oui, ça, il n'y a pas beaucoup. Et donc, l'amateur d'art et de surréalisme dit bon, bah, c'est défloré, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de surréaliste là-dedans. Si, la main, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Le surréalisme, c'est un truc qui n'a rien à voir et qui se trouve là, comme un cheveu dans la soupe. Un cheveu dans la soupe, c'est surréaliste. Hein. Et là, on a une main. Bon. Et il y a un fil, vous le voyez peut-être bien dans la reproduction, et il y a des ectoplasmes, là j'appelle ça comme ça, parce que, m'intéressant un petit peu aussi la parapsychologie et des choses comme ça, ça fait partie de la littérature, les ectoplasmes. Dans l'œuvre de Tanguy, il y a systématiquement des flux fantomatiques. Ouais, voilà, oui. Bon. Et donc, j'ai marqué la corde d'argent, c'est ce qui est réputé quand les gens, les chamans ou les gens comme ça, qui ont des dispositions particulières, font ce qu'on appelle une sortie hors du corps. Ils se voient eux-mêmes, ils sont reliés à ce qu'on appelle une corde d'argent, ils peuvent voyager dans l'espace-temps, bon, paraît-il, moi j'ai jamais vécu ça, mais c'est ce qui rapporte toute la littérature concernant le phénomène. Bon, donc, alors, cette description-là, on a eu l'extrait du savant de l'Ifrémer, et puis 2 autres personnes, un CNRS à Orléans et un autre d'Aix-en-Provence, ont confirmé, ce que je viens de vous dire, c'est que ces tableaux-là représentent de manière exacte et stupéfiante l'écosystème des fumeurs noirs abyssaux. La sonde Cassini, dont on fête quasiment le 20e anniversaire du lancement, qui est en orbite depuis 10-11 ans autour de Saturne et qui fait une exploration systématique et extraordinaire, fabuleuse, de tout le monde saturnien, de la planète Saturne, des anneaux et de chacun des gros satellites, et puis surtout aussi de tous ceux qu'on a découverts grâce à cette sonde. Elle a dû envoyer quelque chose comme 500 000 images
Chaque image ne fait qu'un mégaoctet, c'est tout petit aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on a sur les téléphones portables bas de gamme. Hein. Mais quand la sonde a été envoyée, c'est ce qu'on faisait mieux à l'époque. Les images sont en format carré, mais pour moi, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Alors, je fais l'astronomie sur Internet. Hein. Le ciel marmont est d'abord assez clément. Donc, je vais souvent sur le site JPL de la NASA, et ce qui me frappe, c'est qu'un amateur d'art, l'histoire de l'art, les images ont, grosso modo, j'en montre que deux, mais il y a d'autres formes, ça rappelle immanquablement certains courants artistiques ou certains peintres. Par exemple, les premiers, c'était ce qu'on appelle l'avant-garde russe, qui a un peu précédé et suivi la révolution soviétique il y a maintenant un siècle. Des gens comme Rodchenko, Malevich et autres. Sonia Delaunay, une Française qui appartenait à ce courant d'avant-garde, dans lequel ce sont les tout premiers peintres abstraits, qui ne représentent pas des choses figuratives. Hein. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de personnage. Ce sont des formes géométriques essentiellement, ou pas forcément géométriques d'ailleurs. Malevich était le célèbre tableau qui a fait scandale à l'époque, carré blanc sur fond blanc, donc on a deux blancs un petit peu différents, voilà. Et évidemment, ça me fait rire, aujourd'hui c'est facile, mais à l'époque, en 1908, il fallait le faire. C'était extrêmement courageux. Et puis alors, Pierre Soulages, dont je vais parler un peu plus. Oui, donc Pierre Soulages, à un moment de sa vie, a une sorte de révélation. Il fait une expérience de peinture et il décide d'explorer le résultat de la réflexion de la lumière sur les états de surface du noir. Et il aboutit à quelque chose qu'il appelle l'outre noir, ou bien l'outre-mer, par exemple. Voilà. Il a donc passé beaucoup de temps de sa vie. Il a arrêté de faire ça il y a seulement 2 ans. Il a un âge très avancé. Voilà. Et donc il y a tout un jeu sur le noir qui est surprenant, puisque quand on s'intéresse à la peinture, quand on débute ou quand on avance, c'est quand même pas le noir qu'on recherche. En général, c'est des effets de couleur, des choses comme ça. C'est assez rare. On veut faire du noir et blanc, on tout par le dessin, etc. Voilà. Pierre Soulages est né en 1922, donc il a 4 ans, très âgé. Je vais montrer simplement des... Alors, vous regardez bien ces images-là, et vous montrez simplement des images prises par la sonde Cassini, qui sont dans ce style. On se soulage en regardant ça. Donc voilà, simplement, ce qui est très curieux, c'est que... Alors bien sûr que j'ai choisi les images, parce qu'il y a des quantités énormes. Dans la production de la sonde, les images ne sont pas forcément centrées. Généralement, c'est un objectif scientifique, c'est un but scientifique. Hein. Les images sont... la sonde n'est pas là pour faire de l'art, elle envoie des images. Mais il se trouve que on a parfois des images qui sont centrées, hein, ici, mais ce n'est pas le cas partout. Voilà, hein. C'est complètement décentré. On se demande quel est l'intérêt scientifique de montrer ça. Alors ça, peut-être, on peut voir ici, c'est la planète, le satellite Titan, donc, qui est en éclipse avec, alors je crois que c'est peut-être Rhea ou Mimas, une petite planète. Titan, satellite saturnien qui a en grosso modo la taille de la Lune. Hein. Donc c'est un très gros satellite. Mimas, c'est son petite planétoïde, disons, qui fait 400 ou 500 km de diamètre seulement. Excusez-moi, donc il faut que les gens aient une petite idée. Donner un paramètre de distance. Il faut savoir que les photos des anneaux de Saturne ont été prises en moyenne à
100 000 km près, à 600 000 km, c'est-à-dire 2 fois la distance Terre-Vue, à peu près. Hein. C'est ça, voilà, à ce moment-là. Parce que là, on s'en rend pas compte. Oui. Saturne, ordre de grandeur, c'est 60 fois la taille de la Terre. Donc, on a ici les anneaux vus presque dans le plan des anneaux. Hein. Donc on a, pourquoi est-ce qu'on a ça forme un anneau ici? C'est parce que le Soleil est derrière, pratiquement derrière, et c'est l'atmosphère, et un effet de réfraction de l'atmosphère de Titan qui est vu, qui fait que c'est l'atmosphère qui est brillante, qui se réfracte un peu, qui permet d'être visible. Et même chose pour Limace, alors il n'y a pas de cette. Disons que c'est pas exactement le Soleil derrière, il est légèrement réperché sur ce côté, puisqu'on a un tout petit croissant ici. Bon, ici, l'ombre des anneaux sur Saturne et un satellite. Même chose ici. Ce qui est remarquable, c'est l'organisation géométrique de l'image. C'est surtout ça sur lequel je veux insister. Les formes, les rectilignes, les droites, des cercles, des demi-cercles. On est vraiment dans la pure géométrie. Hein. Et maintenant, voilà. Je vous mets un petit questionnaire. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut dire qui a fait quoi? C'est-à-dire, cette image, par exemple, ou celle-là, ou toutes les autres, sont-elles de la sonde Cassini ou de Soulage? On les fait une par une, tu les proposes une par une à une personne qui veut le faire. Moi, je sais pas, ouais. Tu voudrais si personne veut. Muriel, peut-être? Non. Oui, allez-y, oui, très bien. On va le faire une alors, par une. Hein? Ouais. Alors, par exemple, Cassini. Ouais. Soulage. Cassini. C'est un peu pile ou face. Il y a comme une dizaine. Ouais. Soulage, oui. Soulage. Cassini. Soulage. Cassini. C'est bien. C'est intéressant. Cassini. Cassini. Soulage. Cassini. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait. Merci. Oui, merci. Mais même si on connaît Soulage, on peut se tromper. C'est vraiment c'est frappant. C'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui connaissent bien l'un ou l'autre qui peuvent discerner. Pas tout. Alors juste tout. Parce que vous avez assez bien répondu. Oui. Mais vous voyez, il y a quand même quelque chose de troublant. Parce que, bien entendu, Soulage, à ma connaissance, ne s'intéresse pas à l'astronomie. Ce qui est toutefois intéressant, c'est sa démarche sur l'outre noir. C'est-à-dire qu'il va au-delà du noir. Or, dans le monde de Saturne, on est dans l'outre noir. Le Soleil n'est quasiment qu'un point, à peu près comme de la taille vue de Saturne. Hein, le Soleil, c'est comme Vénus pour nous, l'étoile du Berger. Hein, c'est tout petit. Hein. Et il y a donc évidemment très peu de lumière qui arrive sur Saturne. Donc le titre et l'insistance longue, c'est en fait c'est son grand œuvre, l'œuvre noire de Soulage, c'est d'arriver à dépasser la matière, à dépasser la peinture, à dépasser les apparences, pour aller profondément dans quelque chose qui le dépasse totalement. C'est l'œuvre de toute une vie.
Oui, je dirais de plus, ce qui est particulier pour ceux qui s'intéressent à la peinture, c'est que souvent les toiles, on a, comment dirais-je, elles viennent au spectateur par la surface de la toile ou par l'arrière de la toile, mais avec soulage, il y a un jeu de réflexion de lumière qui fait qu'elle va au-devant de la toile, vers le spectateur. C'est très particulier. Et on sent une sorte d'émotion. C'est un mélange à la fois un peu métaphysique et en même temps matériel, parce qu'il y a un aspect granulaire parfois, où on voit la façon dont c'est fait. Et on a un double ressenti. Alors, ces toiles sont généralement, il y en a quelques-unes au musée de Caen, et qui ne sont pas dans ce style, hein. Ils sont plus anciennes, des années 60. Beaucoup sont de très grandes dimensions. Oui, on appelle ça des polyptyques. Là, il y a les triptyques, les diptyques, là c'est polyptyque, il peut y en avoir 3 ou 4 ou plus, Ouais, et c'est très grande dimension. Très grande dimension, c'est-à-dire, on a des ensembles qui, après la largeur de la pièce, il y a un magnifique musée à Rodez, dans l'Aveyron, qui lui est consacré. Le bâtiment lui-même est une merveille, c'est vraiment l'art contemporain, hein, mais c'est très très beau. Et une pièce dans laquelle il y a vraiment l'outre noir, il n'y a pas d'éclairage, les tableaux ne sont pas éclairés, simplement il y a un fond lumineux qui est, c'est un mur dans lequel il n'y a pas de peinture qui est éclairée, et c'est simplement en se déplaçant soi-même qu'on parvient à déceler des différences de matière, d'éclat, d'aspect de la peinture elle-même. Et quelque part, c'est ce que fait la sonde Cassini en se baladant dans le monde saturnien. Évidemment, ce que je dis là, c'est une interprétation, c'est pas forcément la réalité réelle profonde, hein, mais il y a quand même quelque chose de troublant. Juste un mot, parce qu'il y a de la pub pour Soulage, pour ceux que ça intéresse. Il a décoré avec des vitraux l'église de Conques, au centre de la France. C'est très intéressant à voir, c'est encore un autre aspect. Bon, on va passer à un autre personnage. Pierre Teilhard de Chardin. Alors, c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est un philosophe, paléontologue, qui, dans les années 20, a entrepris le premier la carte géologique de la Chine. C'était un jésuite, un religieux chrétien, et qui déplaisait très très fortement au Vatican, qui l'a exilé le plus loin possible de la France pour pas qu'il contamine les jeunes esprits. Donc on n'a rien trouvé de mieux que de l'envoyer en Chine, donc le plus loin possible. Ce qui lui convenait, parce que c'est un terrain vierge. Et donc il a été le premier à entreprendre, imaginez, le travail titanesque d'entreprendre la première carte géologique de la Chine. Imaginez un peu le travail dantesque. Il a participé à la croisière jaune en tant que géologue. La croisière jaune, c'était rejoindre Paris à Pékin dans des auto-chenilles, dans l'Asie centrale. Passons par l'Himalaya. Ouais. Au-dessus de l'Himalaya, le Pamir, etc. Et en 1928 ou 29, il découvre par lui-même, mais il participe aux fouilles, et il authentifie le plus lointain ancêtre de l'homme, connu à l'époque en Chine, en Asie, ce qu'on appelle le Zinjanthrope, l'homme de Pékin, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui un Homo erectus, donc qui remontait à 500 000, mettons 800 000 ans. Hein. Donc une espèce qui précédait la nôtre et qui précédait aussi Néandertal, bien avant l'Homo sapiens. Alors, l'image, c'est un portrait que j'ai fait de ce personnage, qui est fascinant. J'ai pris une photographie, alors j'en ai mis 3, là, c'est pour le fun, pour avoir un petit côté esthétique. J'ai pris un visage, son visage, j'ai mis en vertical, et vous voyez, il est un petit peu penché sur la photo, où j'ai redressé, c'est facile. Et puis, chaque moitié du visage, je l'ai doublé en symétrie. Et donc, on a deux aspects, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, du savant, à un double cerveau droit,
dominant, parce que beaucoup plus large, l'hémisphère est plus grand, le crâne est plus grand de ce côté-là. On est chacun, tous nos corps, chacun est symétrique. Et donc là, ici, on a le portrait d'un personnage qui est un homme de terrain, un fouineur, quelqu'un de puissant, un paysan, hein, un baroudeur, un géologue, un mec qui se trimballe dans le désert avec des kilos de cailloux, des matériels, etc., par tous les intempéries, en page. Et là, on a le cerveau gauche, le théoricien, le visionnaire, le poète aussi, l'écrivain, le philosophe, le religieux. C'est un portrait étonnant. Alors, c'est un personnage que j'étudie avec passion depuis très longtemps. Et dans un de ses livres, le tome 5 de toutes ses œuvres alors, le Vatican l'a interdit de publication à la suite d'un écrit sur le péché originel. Et donc, le Vatican et sa hiérarchie jésuite ne l'a autorisé à ne publier que ce qui était strictement scientifique. Donc, géologie, paléontologie. Tout le reste, à quelques exceptions près, mais il n'y en a pas beaucoup, est publié de manière posthume, après sa mort. Et dans les années à partir. Alors, il est mort il est né en 1881, il est mort en 1955. 8 jours avant ou après, je ne sais plus, Einstein. D'ailleurs, tous les deux, Einstein et Teilhard, des destins comparables, d'exilés, de génies, d'inventeurs, de conceptuels, etc. Et alors, là, on a un chimiste, je me souviens d'une méthode, et j'ai fait ce qu'on appelle, c'est une image, une distillation fractionnée de son texte, du texte. Dans un de ses livres qui s'appelle L'avenir de l'homme, le tome 5, dans des textes écrits entre 1941 et 1951, mais essentiellement en 1947, pour la plupart, dans la marge, je mettais des ici des remarques personnelles et de temps en temps, il y a un petit truc, on dirait, ça me met la puce à l'oreille, encore une puce à l'oreille. J'écris un arrobase ou un i avec comme un arrobase. Tiens, vous voyez, ça vous met déjà un peu la puce à l'oreille à vous aussi. Hein. Donc je repère comme ça une quantité de mots-clés qui sont étonnants et dans lesquels il y a quelque chose de très moderne. Alors que c'est écrit à la fin, juste après, à l'après-guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je regroupe ces mots-clés, je retrouve ensuite les phrases dans lesquelles il y a ces mots-clés, je rassemble tout ça, j'élimine les mots qui, dans les phrases ou les propositions qui sont hors de rapport avec les mots-clés précis, je regroupe tout et j'obtiens un texte. Donc vous avez une reproduction à la fin du petit dossier qu'on pourrait lire tranquillement. Et alors simplement, il y a quelques trucs intéressants. Ce texte se prononce sur le besoin de la population mondiale de s'organiser, les masses sociales et ethniques les masses sociales et
attendent et exigent un accès direct à la marche des affaires humaines. Ils sont ouverts, ah oui, une marche des affaires qui soit ouverte à tous sans distinction de classe ni de couleur. L'envahissement des forces de sympathie, le réseau entier des relations interhumaines à l'échelle mondiale. L'humanité tissage, la toile, son super cerveau, à une vitesse toujours accélérée, le réseau mondial des liens économiques et psychiques, etc., encore plus hallucinant, en 1947, prenons-y garde. C'est pas ce que vous croyez. Cet état unitaire vers lequel nous nous acheminons séparera tout ce que nous connaissons aujourd'hui d'une différence essentielle d'ordre et de degré de réalité. Nous vivons ici, là, on est dans la réalité matérielle. Chacun de nous ici, c'est bien, parce qu'on est maintenant, on est moderne, hein, on est post-moderne. On est à la fois dans la réalité virtuelle. Ça. Voilà. Hein. Donc, en 1947, par exigence philosophique, par vision aussi, parce que c'est du pur visionnaire, hein, il arrive à conjecturer la possibilité d'une réalité qui ne soit pas strictement matérielle quotidienne, quoi. Un réel virtuel. Et notamment, par exemple, la pensée portée à l'extrême se volatilisera par dématérialisation. Donc, le monde immatériel, l'immatériel, présent, et qui sera une brusque fulgurisation, donc cette pensée semblera devoir s'annuler les propriétés si chèrement acquises du moi le plus profond. On sait très bien aujourd'hui, avec par exemple tous les Wikileaks, tous les Panama Leaks et compagnie, tout ce que peuvent révéler les lanceurs d'alerte, et pas seulement eux d'ailleurs, hein, mais chacun, que les propriétés, l'ego, etc., il y a des gens qui sont obligés de rabaisser un petit peu leur ego, leur moi. Hein. Et puis alors, donc, il dit aussi que... Alors, on retrouve... oui, voilà. Cet espace de réalité qu'il imagine sera d'ici 2 à 3 générations, 1950, 2 à 3 générations, on a un peu de temps, hein, complètement. Cet espace-là, cet espace de complexité, donc l'Internet, le World Wide Web, sera aussi universellement admis et utilisé par nos successeurs que par nous, en 1950, l'idée du mouvement du Soleil autour du Soleil. Bon. Chacun de nous ici utilise quotidiennement, ça ne pose aucun problème métaphysique d'utiliser Internet. Bon. Le dernier acte de l'humanité se prépare. Bon. Alors, je vous laisse continuer de penser à ça. Vous savez un peu au courant du climat et tout ça. J'ai retrouvé, je suis abonné au Courrier des Cernes depuis 1967, quelque chose comme ça, j'ai visité là-bas, et un article du Courrier Cernes qui fêtait les 20 ans du web. Donc Tim Berners-Lee, on a une reproduction ici de l'article fondateur d'Internet qui proposait au directoire du CERN de développer
superviseur de Tim Berners-Lee, vague but exciting. Effectivement. Bon. Voilà donc un cas très étonnant. Et alors, une fois qu'on a vu ça, moi je ne veux pas en rester à ces cas de curiosité, on va essayer de tenter une conjecture scientifique. Donc, peut-on décrire ce qui se passe, à défaut d'expliquer, parce que bien sûr, vous voyez bien qu'on va en tisse très très large et que les explications sont plutôt manquantes. Mais la vraie science ne progresse que quand on arrive à poser des bonnes questions. J'essaye d'être un bon scientifique, mais bon, je parle sous couvert plus aidé que moi, parce que je faut être très modeste. Et puis, ce sont que des hypothèses, parce que je vais dresser. Bon. Mais simplement, au niveau, j'essaie d'établir une conjecture, donc de montrer un ensemble d'états d'observation, de choses, avec le maximum de cohérence, d'exigence, de méthode, de rigueur aussi, et en refusant systématiquement, j'ai déjà dit au départ, mais je le répète, toute idée préconçue, toute faite, du genre c'est le pur hasard. Quand tu dis c'est le hasard, toi, tu veux dire qu'on clôt le débat, on n'en parle plus. Moi, je veux au contraire qu'on en parle, puisque tout ça, il y a beaucoup de choses à dire. Je veux dire, la difficulté donc, dans ce que vient de présenter donc, Jean-Paul, effectivement, si on est objectif, il y a des phénomènes qui sont improbables. Alors le problème, si tu veux donner un éclairage sur le sens usuel, c'est que la science, le sens usuel, aime les phénomènes reproductibles. Et là, manifestement, on a affaire à des vrais phénomènes, mais qui se produisent pour certaines personnes dans un certain état, pourquoi pas, grâce à leur don ou leur entraînement, et qui arrivent à percevoir quelque chose, mais c'est pas tous les coups. Donc, c'est pas évident au sens de la science normale, j'entends, de faire quelque chose qui puisse rassembler tout ça et le rendre systématique. C'est pas du tout évident. Ceci dit, une supernova, le Big Bang, c'est pas reproductible. Et pourtant, on réduit. C'est pas le Big Bang. Oui, mais bon, ce sont. Alors, l'ensemble de ces choses que je vous ai présentées, donc bien entendu, il y en a une multitude, il y en a plein d'autres. C'est ce qu'on appelle des faits orphelins, c'est-à-dire qu'ils sont sans père. Il n'y a pas de, ils viennent comme ça spontanément. Bon. Alors, les premiers à s'être penchés sur ce genre de choses, c'est André Breton, dont j'ai fait un portrait en photographiant son reflet dans une autre photographie. Démarche de photographe personnel. Et avec un pré-réglage dans un logiciel, j'ai juste eu à cliquer, et cette version-là, avec le masque d'André Breton doré, m'a tout de suite... c'est miraculeux, c'est merveilleux. Alors, simplement que André Breton a supposé un type de rationalité qu'il appelle le hasard objectif. C'est-à-dire que les choses se passent apparemment au hasard, mais il y a une certaine objectivité, une certaine rationalité, appelons ça comme ça, rationalité, un ordre, une raison qui nous est inconnue, mais une sorte de raison appartenant à l'espace-temps, à l'esprit humain, on ne sait pas pourquoi. Il y a un mot là-dessus. Oui, bon, je ne vous l'ai pas dit, en fait, je suis réellement un spécialiste du hasard des probabilités depuis très très longtemps. C'est intéressant. Donc, pour faire un parallèle avec ce que tu dis en parlant d'André Breton, en fait, il y a un phénomène qui se produit, qui a été étudié spécialement en psychologie des profondeurs par Jung, qui est ce qu'il appelle la synchronicité. Ici, on s'aperçoit que dans certains phénomènes, il y a une accumulation de coïncidences un peu troublante, parce que justement, les probabilités des événements de chacune de ces coïncidences sont très faibles, et que pour ceux qui ont fait le calcul des probabilités, quand vous avez des événements indépendants qui n'ont pas d'influence l'un sur l'autre,
la probabilité que vous ayez les deux événements, eh bien, c'est le produit des probabilités de chaque événement. Alors, si une probabilité est d'une chance, mettons, à 1 million, l'autre aussi, si vous avez 10 événements, ben, je vous laisse imaginer la probabilité de l'événement final. Voilà. Alors, donc, c'est le hasard objectif. Je vous incite à lire, à emprunter ou à acheter, c'est pas cher, on prend notre poche, Nadja, qui est un roman emblématique qui est très intéressant, dans lequel il fait les relations d'une relation qu'il a eue avec une dame qui s'appelait Nadja, qui était une visionnaire, une espèce de mystique, comme ça, une voyante, et médium, voilà, médium. Et c'est là fortement troublé, et notamment ça lui a permis d'expliquer, de comprendre un poème qu'il avait écrit spontanément sans en comprendre le sens. Et grâce à cette personne, il avait compris le sens de ce poème. Donc, vous voyez, c'est un double voyage à l'intérieur. Oui, oui. Bon. Alors, bon. De toute façon, vous retrouverez ça sur le site de la BU. Hein. Vous pourrez lire ça peut-être reposé. Donc, j'essaie de faire état de ce qu'on a observé. Donc, il se passe quelque chose qui est de tous ordres, c'est matériel, purement matériel, hein, le monde astronomique, la biologie, la paléontologie, le politique, le virtuel, l'économie, avec Taillard Sandin. Simplement, les réponses qui sont fournies par les médiums, enfin les œuvres, hein, ont un caractère global, juste, instantané. Ça ne prend pas du temps, ça ne prend pas un an à l'élaboration, ça vient comme ça. Des sortes de révélations, je dirais presque au sens mystique, mais surtout au sens photographique. C'est-à-dire qu'il y a une œuvre et qui, dans un bain spécial, se révèle et prend sens. En l'occurrence, le bain spécial, pour beaucoup de choses, pour ce que j'ai montré là, le bain spécial, c'est moi. C'est-à-dire le recul historique, ma curiosité toute personnelle, qui fait que c'est affectif, parce que le hasard m'a mis en coïncidence avec un article scientifique et une image à 24 heures de distance. Et, bon, ça dépend. On ne maîtrise rien, ça vient comme ça peut venir à tout le monde, bien sûr. Je suppose que c'est une propriété naturelle de la nature, du corps humain, du cerveau, mais pas que le cerveau, parce que le corps doit participer, de l'espace-temps, on ne sait pas, parce que c'est décalé dans le temps, 300 millions d'années, 50 années plus tard, le futur, etc. Donc ça pose problème. Et surtout, ce qui est étonnant, ce qui m'a frappé, moi, c'est que les auteurs ne savaient pas, ça échappe à l'ego, au moi. L'artiste ne sait pas qu'il fait ce qu'on découvre 50 ans, un siècle après. D'ailleurs, les historiens de l'art non plus. C'est ma curiosité à moi, je suppose être le premier à avoir découvert ces choses-là. J'espère que d'autres en découvriront d'autres, parce qu'ils sont bien seuls. Mais bon. Et donc voilà, un constat d'observation. On pourra peut-être allonger d'autres choses. Il y a des invariants. Donc le premier des invariants, c'est que ça échappe à l'ego des artistes ou des médiums. Donc un révélateur, l'ego, la personne, agit comme un catalyseur, c'est-à-dire qu'il participe à la réaction. Hein, il participe sans intervenir. Un catalyseur, plutôt un capteur. La personne capte quelque chose qui est inscrit dans l'espace-temps. Oui, mais catalyseur, c'est peut-être prétentieux. Peut-être, attention. Alors, c'est parce que je suis chimiste. J'ai déjà fait une distillation fractionnée, alors forcément. Catalyseur, parce qu'il ne fait que participer à la chose, mais lui, il n'intervient pas. C'est son corps qui fait, qui trempe
son pinceau dans la peinture et tout ça, hein, ou qui a la machine à écrire, mais il n'est qu'un moyen, il n'est qu'un médium de quelque chose de mystérieux. Bon. C'est hors espace-temps, hein, hors matière aussi, éventuellement. Il n'y a pas de causalité apparente, on ne sait pas. Cependant, c'est cohérent, c'est pertinent. Et il y a, disons que c'est intriqué, une intrication au sens de la physique quantique, c'est-à-dire une inséparabilité de la personne et des objets qui sont représentés, ou des concepts représentés. Il faut juste dire un mot là-dessus. Je vais essayer de résumer, c'est un défi que j'ai relevé à la radio, dans une émission à Radio Anguin. Qu'est-ce qu'une application en quelques secondes pour ne pas vous fatiguer? Et ça rejoint ce que dit Jean-Paul. En fait, on s'est aperçu depuis Alain Aspect en 1982, et maintenant c'est exploité dans la cryptographie quantique, pour l'ordinateur quantique, qu'il y avait un phénomène d'intrication que je résume violemment en la chose suivante. Si vous prenez deux photons qui sont arbitrairement éloignés, très en distance ou très petites comme vous voulez, reliés par exemple par une fibre optique, et que vous modifiez une propriété d'un des photons, il se produit un phénomène qu'on appelle, enfin, on pourrait qualifier de gémellisation, qui est à la fois instantané et au-delà de toute distance. C'est un phénomène absolument extraordinaire, qui est l'intrication, que personne n'explique, mais en revanche que tout le monde exploite, parce qu'avec ça, on peut faire des tas de calculs, des tas de mesures à 15-20 décimales près, et c'est à la base de l'ordinateur quantique. Alors, au niveau philosophique, ça a posé des tas de problèmes. Il y a des gens qui sont à la fois philosophes, notamment en Allemagne, qui ont fait des articles là-dessus, sont philosophes et ils ont fait des études poussées de mécanique quantique. Vous savez pas Pascal, tout ça, c'est pas mal. Et ça donnait lieu à un courant qu'on appelle le réalisme structurel. Et en fait, on s'interroge sur que le système des deux photons dont je parlais, donc quelle que soit la distance, on pourrait dire nous, de point de vue à nous, sur une distance très longue, ils sont séparés. Eh bien non, tout se passe comme si l'univers avait un caractère inséparable. Et donc c'est ça qui est intéressant, parce que les gens dont tu parles rentrent là-dedans. C'est-à-dire que chaque point de l'univers est potentiellement. Enfin, certains éléments, des photons très spéciaux quand même. Hein, ils sont, là on parle de particules. Oui, mais c'est pas n'importe quel photon non plus. Il faut qu'ils soient corrélés. Qui sont émis d'une certaine façon. C'est pas que les photons. C'est un petit peu comme les photons d'une lumière laser par rapport à la lumière naturelle. C'est pas le même rayonnement. Mais chaque particule de l'univers est potentiellement reliée. Peut-être chaque atome de chacun de nous est relié à 100 000 années-lumière à un autre être vivant ou une matière dans une autre galaxie. Hein, peut-être. On est à 1h30, on va pas non plus abuser de la patience. Alors, c'est des conclus. Voilà. Donc il faut essayer, ces observations n'ont aucun cadre actuellement de compréhension. Bon, on essaye, en établissant une conjecture, de trouver un cadre plausible de compréhension de ce qui se passe. Hein. Bon, que peut en dire le modèle standard de la physique, les quarks, les leptons, les bosons, le Higgs et compagnie, rien bien sûr, parce que c'est que de la matière et il ne s'agit pas de matière-énergie. L'histoire de l'art, non plus. La psychanalyse, alors, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de pulsion, il n'y a pas d'affect dans ces histoires-là. Hein. Peut-être avec le dessin du papa, mais en dehors de ça, imaginer de peindre avec exactitude quelque chose qui est sur une planète ou dans une civilisation lointaine du passé, hein, mais avec exactitude, mais qui n'a jamais été décrite, bien sûr. Et que 50 ans après, on dit « Ah, mais oui, tiens, c'était vrai, c'était ça. » Bon, etc. Les religions, bien sûr. Bon. Alors, la métapsychique, c'est l'Institut métapsychique international à Paris, qui s'occupe essentiellement de parapsychologie. C'est très intéressant. C'est une recherche vraiment scientifique, très rationnelle,
mais qui est évidemment qui ne fait pas partie du mainstream, comme on dit. Hein. Ces gens-là sont mal considérés des académies, hein, pour parler du CNRS. Le tort que je leur reprocherais, ça serait d'entrer systématiquement dans les expériences. Ils tentent beaucoup d'expériences qui sont intéressantes en soi, mais c'est toujours essayer de faire du reproductible. Voilà, donc pour entrer dans un cadre respectable de scientificité, hein, ça c'est normal. Alors, je dis ça parce que simplement, j'ai publié, et vous avez l'article qui est dans le dossier, à propos d'Yves Tanguy, dans ce bulletin-là, en 2012. Bon, quelques notions sur l'univers intelligent, le principe anthropique, autoréférence, intrication, faible énergie, pas d'ego, etc. Il faut repenser le réel à partir de ça. Donc ces observations, cette pensée-là, incite à repenser le réel, oblige, je ne sais pas, mais incite. Simplement, un bouquin qui vient de sortir il y a un mois, de Pierre-Henri Gouillon, enfin c'est celui que je connais le mieux, le site, Le fil de la vie. C'est-à-dire, la vie est une suite d'informations continues, d'informations, au sens cybernétique, au sens informatique, hein, et non pas un truc matériel. C'est-à-dire que il parle des gènes, mais des contenus, du code des gènes qui est dans nos gènes, et non pas des molécules. Hein, le code. Hein. Je vais dire juste un mot là-dessus. Oui, là tu évoques quelque chose qui est un phénomène profondément moderne et récent. L'information intervient non seulement au niveau des gènes, mais au niveau des trous noirs, particulièrement avec les travaux de Hawking, dans lesquels on s'aperçoit qu'en fait, c'est quelque chose qui est très particulier. Il n'y a pas seulement la thermodynamique, mais il y a un effet au niveau de l'information. Et bon, je ne vais pas développer là parce que c'est un peu technique, mais c'est très, très, très moderne. Pierre-Henri Gouillon, donc c'est très récent. On peut retrouver un podcast du Serpent Sculpture de son intervention l'après-midi. Bon, voilà. La réalité, d'après ça, ce que je viens d'exposer, qu'est-ce que le réel? Voilà, donc, encore un jeu de mots. Personne ne s'appelle Annick ici, dommage. Bon, mec, Annick, antique. Bon, oui, une phrase simplement. Si nous sommes libres, êtres humains, c'est que par déduction scientifique, hein, le physicien, physique quantique, Orsay, si nous sommes libres, les particules élémentaires le sont aussi. Les particules ont un degré de liberté. Et ce n'est pas de la philosophie, hein, c'est du constat physique. Les particules, si nous sommes libres, les particules le sont aussi, dans une mesure qui n'a plus rien à voir avec une vision probabiliste du hasard. Il y a une révolution majeure au coin de la rue, elle sera non le cas. Je vous remercie de votre attention.